parler de microservices et surtout de son penchant maléfique que vous croisez dans toutes vos sociétés quasiment, le microservice. Alors, présentation rapide. Par contre, ça serait bien qu'on me renvoie le retour de slide, ça serait cool, parce que en vrai, je... Ouais, génial. Comme ça, vous pouvez voir mon petit accueil. Du coup, bonjour à tous, je m'appelle François Technay. J'ai pas fait changer le programme, en fait, je ne suis plus chez Sagi, je suis software engineer chez Elastic. Au boulot, au jour le jour, je fais du Scala et du Rust et du Docker. Et le soir, je fais beaucoup de Rust. Je me définis globalement comme étant un apprenti fonctionnel programmeur dans un monde de SRE. Et après, sur mon temps libre, je suis organisateur de la conf Sonitech, donc qui est l'équivalent montpelliérain dont Estelle a parlé ce matin. Je suis président du Montpellier Tech Hub, qui est le regroupement des meet-up techniques de Montpellier. Je suis Jog Leader, je suis responsable du Meetup DevOps, je suis contributeur sur le Rust DevOps, je vais monter le Elastic Meetup de Montpellier. J'ai pas de vie. Et globalement, on peut me retrouver sur Twitter avec le handle @ftchat. Donc ça, c'était le stack promotionnel. Peut-être à la fin, je ferai une photo pour justifier le fait que je prends sur ma journée de travail pour venir donner une conf. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc la grande question que vous devez vous poser, c'est comment en 2019, un mec arrive à rentrer en conf avec un sujet sur des microservices? Parce que ce truc-là, ça fait depuis 2014 qu'on en parle, globalement. Et s'il y a un truc qu'on vous dit depuis 2014, en tout cas en conf, c'est que les microservices, c'est cool. Faut en faire, c'est génial, ça découpe tout, c'est la tuerie. Et ben, aujourd'hui, si je suis là, c'est pour parler d'un penchant maléfique du microservice. C'est tous les pitfalls que vous pouvez trouver et que vous avez sûrement déjà rencontrés parce que ça fait depuis 2014 qu'on en fait. Alors, première chose qu'on va faire, on va redéfinir ce que c'est qu'un microservice, histoire de bien scoper, parce que maintenant, microservice, c'est un peu un buzzword. C'est comme quand on parle de big data, c'est un peu la foire à la saucisse, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce que c'est un microservice? Et pour ça, on va repartir du penchant maléfique, le Dark Vador du microservice. Le monolithe. Alors, qui reconnaît ce truc-là? Est-ce que j'ai des potes? Ouais, des anciens joueurs de Warhammer 40K. Wouhou! J'aurais voulu être cinéphile, j'aurais mis le monolithe 2001 Odyssée de l'espace. Donc ça, c'est un truc qui est tiré d'un jeu de figurines qui s'appelle Warhammer 40 000. Et ce qui est marrant, c'est que le nom s'appelle littéralement, l'unité s'appelle littéralement un monolithe. Alors, qu'est-ce qu'il a comme problème, ce fameux monolithe? Parce que globalement, si on cherche à changer ce mode d'architecture, c'est qu'il avait des problèmes. Le premier, c'est que le monolithe, il est censé être extrêmement lent. Alors, pas lent en termes d'exécution, mais en termes d'évolution. C'est-à-dire que quand vous avez un monolithe qui regroupe une énorme partie de votre système d'information en termes business, il faut synchroniser toutes les personnes au niveau business qui vont vouloir travailler dessus. Ça fait beaucoup de features, et pour éviter de faire des big bangs en prod tous les jours, du coup, c'est le moment où on se synchronisait, on faisait des trains de release. J'ai bien utilisé ce terme exprès pour référencer du safe, mais on se rappelle tous d'il y a 10 ans, pour ceux qui ont travaillé dans les grands groupes, les fameux trucs où on livrait 4 fois par an. Voilà, ça c'est un des problèmes de notre monolithe. On a aussi un petit problème de scalabilité avec notre monolithe la plupart du temps. C'est pas tellement la scalabilité du monolithe en lui-même, c'est plutôt la volonté de dire, vu qu'on a un monolithe qui va gérer une énorme partie de notre business, si on veut par exemple augmenter la performance d'une seule sous-partie, par exemple dans le cas d'un site de e-commerce, la vente en période de Noël parce qu'on se fait complètement bourrer par les utilisateurs, en fait on est obligé de monter la totalité du système. C'est-à-dire que potentiellement dans le cadre d'un monolithe, on va devoir monter la compta, le RH, le shipping, en gros que des trucs qu'on n'a pas besoin. Autre chose qui est assez souvent critiquée avec un monolithe, c'est votre monolithe il est gros. C'est le principe d'un monolithe, sinon ça ne l'appellerait pas comme ça. Et du coup, ça veut dire qu'il a énormément de choses à l'intérieur. Ça veut dire que quand vous êtes un développeur, travailler dessus, c'est extrêmement complexe. Tout simplement parce que votre code il a évolué au fil du temps, c'est une énorme code base qui fait énormément de choses. Et du coup, se retrouver à l'intérieur, ça devient très problématique. Donc, les microservices, c'est une réaction par rapport au monolithe, et c'est un style d'architecture. Du coup, si on reprend l'évolution des styles d'architecture dans le temps, on voit que dans les années 90, on avait du code type spaghetti, les fameux moments où on faisait du C, on faisait des fonctions, des modules, on s'importait, on partait n'importe comment. Nos softwares ont commencé à grossir, et à un moment, on s'est dit, ça serait quand même bien de faire des petites couches intermédiaires. C'est-à-dire qu'on va faire des couches logiques, on va séparer des traitements, genre la partie affichage, la partie traitement, la partie accès aux données, etc. À l'intérieur de ces couches, c'est toujours la foire à la saucisse. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire du code spaghetti, mais par contre, on va bien mettre des couches bien visibles. Donc ça, c'était plutôt dans les années 2000, c'est les architectures lasagne. Globalement, ce qu'on retrouve quand on fait des architectures avec des grosses applications, on voit du service, contrôleur, service, manager, repository, etc. Et en 2010, quelqu'un s'est dit, putain, on va faire des microservices. Et en gros, on va faire une analogie, c'est avant on avait des lasagnes, maintenant on va faire des petits raviolis un peu partout.
Et grâce à ça, on va les faire noyer dans une soupe qu'on va appeler le réseau, et on va faire évoluer ça ensemble. Alors, si on reprend un truc plus théorique, on va aller côté Martin Fowler, l'article sur les microservices de Martin Fowler. Donc, je vais vous faire la traduction. En résumé, les architectures microservices sont une approche pour développer une application comme une suite de petits services, chacun tournant dans son propre processus et communiquant avec un mécanisme de communication léger, souvent HTTP. Ces services sont construits selon des besoins business, sont déployables indépendamment via des mécanismes de déploiement totalement automatisés. Il y a un strict minimum de gestion centralisée de ces services qui ne peut être écrit dans différents langages et utiliser différentes technologies de stockage de bases de données. Qui fait du microservice dans sa boîte? Ou dit. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition? Bon, alors, on va être clair. Ce que ça veut dire, la plupart du temps, quand on parle de microservices dans du monde business, c'est en gros, on veut dire, on prend un gros truc et on va en faire des petites escouades qui vont communiquer ensemble. Et en gros, on va faire en sorte que notre business, ça devienne un espèce de maillage de business indépendants qui vont réussir à rendre notre service à notre client. Alors pour ça, on peut prendre un exemple, c'est le cas de Netflix, qui a été un des précurseurs à au moins venir montrer ce type d'architecture en conférence. Et si on prend par exemple l'idée d'un vidéo sharing platform, c'est de dire, si on part d'un monolithe qui fait du sharing de vidéos, c'est de dire on va avoir un microservice pour l'upload, un autre pour le streaming, un autre pour le transcode, le download, la recommandation, la souscription, etc., etc., etc. Alors la première question qu'on va se poser par rapport à ces trucs microservices, c'est pourquoi? Bah déjà parce que on va répondre à tous les problèmes qu'il y avait avant. Ça va évoluer plus vite. Vu qu'on a des applications business qui sont plus petites et qui vont répondre à un besoin fonctionnel, on va pouvoir les faire évoluer indépendamment les unes des autres et donc les faire évoluer beaucoup plus vite. Notre problème de scalabilité va également être taclé, parce que vu qu'on est chacun tournant dans un processus séparé étant indépendant au niveau du déploiement, ça veut donc dire que si jamais on veut scaler une sous-partie du business, on est tout à fait capable de venir scaler seulement cette partie-là. Et pour ce qui est de la complexité et de la compréhensibilité du code, on va juste faire un petit aparté rapide. Si on parle de la complexité, j'aime bien coter ce truc-là qui vient d'Arnaud Lemaire, en plus big up à un Bordelais. On va séparer la complexité en trois parties, la complexité essentielle, la complexité obligatoire et la complexité accidentelle. La complexité essentielle, c'est ce que vous allez gérer au niveau business. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas enlever. Typiquement, si vous faites un logiciel de gestion de bibliothèque, le business est vachement plus simple que si vous faites une application qui va faire le calcul du pricing des produits equity dans une banque d'investissement. Il y en a une, vous faites des régressions avec du temps continu, avec 10 variables grecques. L'autre, vous gérez des ID de livres et les gens qui font des emprunts. On est d'accord que ce n'est pas du tout la même complexité et on ne peut pas la changer, ça vient du business. On a la complexité obligatoire dans le code, qui vient de ce qui fait que c'est obligatoire pour être utilisé en prod. Votre serveur HTTP, votre client de connexion à la base de données, votre système de login, bref, tout ce qui fait que votre appli peut tourner réellement en prod et que ce n'est pas un truc qui tourne seulement dans votre IDE. Et après, il y a la fameuse complexité accidentelle. Ça, c'est la complexité que vous, moi, tout le monde rajoute dans son code au jour le jour parce qu'on rajoute des choses et que on n'est pas omniscient et il nous arrive aussi de faire des erreurs. On n'augmente pas la complexité de notre appli volontairement. Alors, cette complexité, en fait, si on la regroupe, chacune de nos process business au sein de notre système va représenter cette complexité. Et il y a un truc qui est génial quand on fait un monolithe qui fait que c'est extrêmement dur, c'est que la complexité des modules, elle ne s'ajoute pas, elle se multiplie. Du fait qu'on ait fait des systèmes layerés et qu'on ce soit la foire à la saucisse à l'intérieur, qu'on n'ait pas de split par business par défaut, en fait, on se retrouve à avoir ces complexités qui se mélangent et qui s'appellent les unes les autres, ce qui fait que notre complexité ne s'ajoute pas, elle se multiplie. Donc en fait, un des buts du microservice, c'est de dire, si on arrive à isoler chacun de nos modules fonctionnels indépendants, du coup, notre complexité en fait, va être délimitée et on va ajouter au lieu de multiplier. Donc on ajoute toujours, certes, mais on devrait au moins éviter de multiplier. De la même manière, vu qu'on va gérer moins de scope business au sein de notre application, théoriquement, notre complexité essentielle devrait réduire, la taille de notre code devrait réduire, donc notre complexité accidentelle devrait réduire, contre un coût de complexité obligatoire du fait qu'on vient faire du processus indépendant, qu'on doit être capable de loguer indépendamment, etc. On va accepter un coût de complexité obligatoire. Le fait de devoir passer des schémas en JSON au lieu de les avoir en mémoire, etc., etc. Donc ça, on règle déjà nos trois gros méga problèmes du monolithe. Et en plus, on a des petits bonus. On a du time to market. Parce que vu qu'on est déployable tous indépendamment, ça veut dire qu'on peut venir déployer indépendamment chacun des services en production beaucoup plus vite. Donc notre time to market augmente, notre rapidité augmente au sein de notre système.
vu que chacun de nos systèmes est indépendant, on est aussi capable de tous les popper par 2 ou par 3. Ça veut donc dire qu'on rajoute de la scalabilité. Là où notre méga monolithe était très dur à déployer en multiplié, un service plus petit devrait être plus facile à déployer de manière multipliée, donc être plus résilient. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Sacré Graal, Chevalier Noir, incroyable. J'aime bien mettre celle-là. Donc quand on met tout ça cumulé, en vrai, quand on vous présente ça, comment on peut vraiment dire non? Alors, on part d'un truc qui est lent, qui est moche, qui est chiant, et on va vers un truc qui est trop bien, qui est évolutif, et sur lequel on va réduire toute notre complexité de code. Bon, bah, bien évidemment, comme tout le monde, 2014, première conf microservice, deuxième, j'arrive au bureau, je suis en start-up, let's go, c'est parti. Donc là, on sort ses plus beaux schémas, on dit, allez, on lance la construction. Et la première chose que vous vous rendez extrêmement vite compte, c'est que vous avez beau être le meilleur ingénieur de l'univers, savoir modéliser des choses, quand vous commencez à attaquer du microservice, vous n'avez aucune foutue idée de ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous êtes en train de modéliser des services entre eux, vous ne savez pas comment splitter, vous ne savez pas comment découper, vous n'avez aucune idée de à quel moment la bordure d'un service commence, à quel moment elle s'arrête. Bref, vous passez votre vie en réunion avec vos potes développeurs, sauf que il se trouve qu'au bout de 2 semaines à ne faire que des réunions, votre chef de projet, ou alors votre fondateur, qui est en train de, lui, perdre de l'argent chaque jour, vient vous voir et dire « les mecs, il faut quand même faire quelque chose ». Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on est développeur? On dit « bah écoute, c'est pas grave, on est sur une approche nouvelle, on y va, on part en prod, on code, on verra bien si ça crache ». Vient le moment, on arrive en prod, vas-y, delivery. Paf! Et là, au bout de 2-3 mois, vous vous rendez compte que globalement, ça fait mal. Votre prod, elle est généralement en feu. Moi, en plus, je viens du monde du SRE, je viens du développement et j'ai fait un passage dans le monde du SRE pendant 4 ans. J'étais DevOps, vous savez, le nouveau nom des sysadmins. Je ne savais pas, moi, on m'a menti. Et en fait, vous gérez votre prod et vous voyez que tout est en feu, vous passez votre vie à répondre à du support, à aller rebooter des apps, à régler des problèmes de format entre les services et tout. Bref, vous vous dites, c'est quand même bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir renté ma target, parce que j'étais censé régler tous les problèmes de mon monolithe et en vrai, je suis en train de gérer plus de problèmes maintenant en prod que ce que j'en avais avec mon monolithe. Parce qu'en fait, ce qu'on voulait faire avec du microservice, c'était ça, sauf que moi, mes services, les premiers que j'ai fait en prod, ils ressemblaient plutôt à ça. Complexité essentielle n'avait pas bougé, c'était toujours le bordel, j'arrivais pas à comprendre ce que faisait mon app. La complexité accidentelle, vu qu'on avait bourré du code pour aller parser du JSON, à faire des proxys pour cacher le fait qu'on fasse des appels, bref, imbitable. Et bien évidemment, notre complexité mandatory avait augmenté, puisque comme toute personne bien hype, on avait mis un Kafka, on avait mis, enfin bref, voilà, vous comprenez le truc. Bon, en gros, c'est un casse-tête à faire évoluer. Tout simplement parce que vous vous rendez compte que faire évoluer votre service fait changer d'autres services, etc. Donc, vous cassez votre prod en boucle. Quand vous êtes côté exploitation, en fait, vous gérez X fois plus de services. Donc, ça veut dire que vous avez X fois plus d'actions à faire. Ça veut donc dire que vous prenez sur votre temps, et le soir et le week-end, cocaïne, so much cocaïne. Et au bout d'un moment, vous commencez à vous dire non, c'est pas cool quand même. Et vous dites, non, mais à un moment, si jamais Netflix y arrive et qu'ils disent que c'est trop bien, je pense qu'ils ne sont pas en train de me bullshiter. De toute façon, les GAFAM ne feraient jamais ça. Et donc, c'est que c'est moi qui ai un problème. Et un jour, en parlant avec un collègue, après une journée difficile autour de microservices, j'étais dire, j'en ai marre de ces microservices, ils sont tout pourris, c'est pas des vrais microservices. Il m'a regardé, il m'a fait, mec, c'est parce qu'on ne fait pas des microservices, on fait des microservices. Et j'ai adoré ce nom et j'ai décidé d'en faire une conf. Donc qu'est-ce que c'est un microservice? En fait, un microservice, c'est le concept de dire, en fait, les microservices, c'est pas facile. C'est clairement pas quelque chose de simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser un intermédiaire dans la réalisation. On va pas dire, OK, on fait du microservice parce qu'en fait, on s'appelle pas Netflix, on n'a pas les mêmes ingénieurs, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas le même temps. Donc on ne peut pas se permettre de faire du vrai microservice, on va targeter un intermédiaire. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser pourquoi on est dans cette situation et voir vers où on veut aller. En gros, un microservice, c'est toute application qui s'inscrit dans une démarche microservice, mais qui n'a pas les moyens de totalement réaliser sa transformation. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a ce problème? Pourquoi est-ce qu'on arrive sur des microservices et pas des microservices? Déjà parce qu'on fait un gros changement de mindset. Technologiquement parlant, quand on part sur des applications microservices, ou alors comme on aime les appeler maintenant de manière très hype, les Cloud Native Applications, ça veut juste dire qu'on a pris un microservice, on l'a mis dans le cube la plupart du temps, mais bon. Vous avez plein de nouvelles technologies à apprendre par rapport à votre ancien système. Moi, je me souviens de la bonne époque
WebSphere, J2E, voilà, bref. Et après, dès qu'on part dans le monde microservices ou cloud native, on a plein de nouvelles technologies à venir entrer. Ça, j'ai juste mis un panel de ce que moi, j'ai testé. Donc, il y a des systèmes d'événements, enfin, CQRS and sourcing comme Lagom, des systèmes d'acteurs comme AK pour le code, de la gestion d'infrastructures avec du Packer, de l'orchestration avec du Mesos, du Cube, des cloud providers avec du Google Platform, du Amazon, du PaaS avec Clever Cloud. Bref, plein de trucs. Et le premier truc qu'on fait en tant qu'ingénieur, en plus, c'est de dire on va tout apprendre. Alors, comme vous l'avez vu au début, je n'ai pas de vie. Donc moi, ça ressemble à ça. Et on se rend très vite compte au bout d'un moment qu'en fait, on est en train de perdre son temps à le faire. Tout simplement parce qu'on apprend plein de techno, mais à chaque fois qu'on change d'environnement, on va potentiellement changer de techno. Il y a plein de technos qui sortent. Il y a plein de choses qui changent, et surtout, ça ne règle pas le problème. Connaître toutes les technologies qui concernent les cloud native apps ou toutes les technos microservices ne rendront pas vos applications meilleures en tant que microservices. Ça veut juste dire que vous allez rajouter de la purée technique pour régler un problème autre. Parce que quand on parle de changing mindset, on parle vraiment de changer complètement sa manière de penser. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une bataille technique. Un microservice, on la présente souvent en conférence comme étant un changement technique d'architecture, mais le vrai problème du microservice, quand on les met en production, c'est que ce n'est pas un problème technique. Si on reprend notre exemple, en gros, ce qu'on veut, c'est généralement partir vers une architecture ravioli alors qu'on vient d'une architecture lasagne. Que ce soit une application en prod ou que ce soit juste une application qu'on est en train de conceptualiser une nouvelle. C'est juste que c'est la manière dont on a été formé, c'est la manière dont on travaille, c'est la manière dont on connaît le code. Et alors, la première chose qu'on va faire, généralement, quand on fait notre premier microservice, c'est de dire on va prendre une entité technique au sein de notre superbe monolithe et on va l'extraire pour en faire un microservice. Par exemple, sortons la gestion des utilisateurs. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait un test, mais si jamais vous prenez un tiré de lasagne comme ça, je ne sais pas s'il y a des chefs dans la salle, mais il ne me semble pas que la recette pour faire des raviolis, ce soit faites des lasagnes, prenez un bout, enroulez-les dans de la pâte, et après, ça vous fait un ravioli. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de problème? Ça veut dire que, globalement, si vous êtes dans un monolithe, modulaire, si vous allez tirer une entité, c'est-à-dire une zone qui est logique, vous allez pouvoir partir dans du microservice. Si vous êtes dans un monolithe qui n'est pas modulaire, parce que vous n'avez pas bien isolé vos zones business et vous travaillez par entité technique, ce que vous faites, en fait, c'est venir injecter du chaos en sortant une zone technique, et en gros, vous partez d'un gros monolithe qui est un gros tas de boue, faire un gros tas de boue distribué. Et alors, le network, ça ne marche pas très bien. Enfin, on va le voir après. Donc, on va se poser la question, comment est-ce qu'on peut éviter d'arriver dans ce problème-là? Et surtout, quels sont les problèmes majeurs que moi j'ai rencontrés qui font qu'il faut s'interroger d'abord sur ces problèmes-là quand on commence à conceptualiser un microservice pour aller vers cette philosophie et accepter le fait qu'on est encore sur un microservice le temps d'y arriver. Donc on va faire tous ces pitfalls. Le premier qu'on va faire, c'est le fameux problème du « je prends mon plat de lasagne et je tire ». Et ça, en fait, c'est un problème beaucoup plus général qu'on va les rapprocher au monde du DDD, c'est le concept des bordures. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un service a une raison d'exister dans le système? Qu'est-ce qui fait qu'un microservice existe et a une raison d'exister? Et pour ça, j'aime bien aller prendre ce slide que j'ai honteusement piqué aux gens qui font du DDD. C'est les problématiques des bandits de contexte. Notre problème de fond, c'est de dire, si jamais je prends mon entité technique comme on a l'habitude de faire en disant je prends mes users et je les sors, ou dans ce cas-là, par exemple, customer et product, ben en fait, customer et product, ces entités techniques, si je les sors dans un microservice, ben il se trouve que selon le contexte d'utilisation business, ils ne représentent pas la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'en fait, mon microservice customer ou mon microservice product, en fait, il sera pas business, au niveau business, il ne sera pas indépendant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais devoir le modifier, je vais aller impacter d'autres applications qui permettent de générer le contexte sales ou le contexte support. Qu'est-ce que ça signifie quand on réagit comme ça? C'est dire que en fait, le fait de tirer vos entités techniques en tant que service et non pas vos zones, vos bandits de contexte, fait que vous avez un modèle couplé à travers le réseau. Qu'est-ce que ça signifie dans la pratique pour ceux qui ne parlent pas le charabia bizarre? Ça veut donc dire que quand vous changez quelque chose dans un microservice, la plupart du temps, il y a des chances que vous fassiez péter un autre service à côté, sans vous en rendre compte. Parce que vu qu'on ne parle pas avec des mécanismes qui sont compilés, type EJB, etc., parce qu'on va être agnostique du langage, ben en fait, vous le voyez généralement qu'à l'exécution ou aux tests d'intégration. Vous n'avez rien qui, dans votre code, vous permet de dire à l'avance, à moins que vous gériez vos contrats parfaitement,
que vous êtes en train de modifier quelque chose qui est utilisé par un autre service. Surtout si vous arrivez dans des cas de microservices avec à minima 50, 60 microservices, où donc là c'est très difficile de faire son analyse d'impact. Et ça c'est un problème parce qu'il faut réussir à casser les chaînes de ce mode de pensée qui nous enferme depuis un certain temps, puisque ce qu'on veut c'est ne pas se répéter. Alors, donc on communise les entités techniques dans les monolithes, alors que là, dans notre cas, vu qu'on fait des microservices, ils sont orientés business. Ça veut donc dire qu'il faut des fois répéter, c'est pas grave. Mais il faut casser ce mode de pensée. Et ça a aussi un autre problème, c'est le fameux problème de la loi de Conway. Alors la loi de Conway, elle dit que les organisations qui définissent des systèmes sont contraintes de les produire sur des designs qui sont des copies de la structure de communication de leur organisation. En gros, vous allez reproduire les designs qui ressemblent à vos équipes et à la manière dont vous vous organisez et non pas à votre business. C'est pour ça qu'on a des applis front et back quand on a des équipes back et front et qu'on n'a pas des systèmes designés ensemble. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve à avoir ces problématiques d'entité, parce que vous avez des gens qui finissent par regrouper les choses parce qu'ils travaillent ensemble. C'est-à-dire que côté back, on voit qu'il y a 2 fois utilisateur, on s'en fout de savoir que ça soit par cellule business. Il y a 2 fois user. Et ça, c'est un gros problème parce que ce que ça veut dire, c'est que pour faire du vrai microservice, il faut penser business. Et ça veut donc dire qu'il faut changer d'abord sa structure de communication interne, la manière dont on s'organise, avant de pouvoir faire des microservices efficients. Donc ça, c'est déjà le premier chantier. Déjà, si vous faites ça, si on fait des plans de transformation business dans les grosses sociétés, on en a déjà pour 3 ans. Mais on va partir sur d'autres petits problèmes techniques. Et on va parler des communications des services. Prenons un exemple tout con. J'ai réussi à avoir des zones business complètement dissociées dans mon site d'e-commerce. J'ai les systèmes de gestion des commandes et le système de gestion du shipping, qui sont 2 entités business qui n'ont rien à voir, qui se communiquent ensemble de manière légère, et qui avant étaient dans le même monolithe. Dans ce code dans le monolithe, en fait, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on avait quelque chose comme ça. On allait avoir un order pour les commandes, qui, quand on va faire une validation de la commande, va aller sauvegarder en base de données la commande, et après aller appeler un shipping service en disant « je schedule le delivery ». Quand on prend ce bout de code-là qui existe dans un monolithe et qu'on part sur du microservice, la première tendance, c'est de dire oui, alors ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, le shipping service, maintenant, va être une interface dans laquelle on va venir implémenter le système, qui va appeler l'autre système à côté de shipping, à travers le réseau, et venir faire la même tambouille, et comme ça, l'intégration sera parfaite, on n'aura pas besoin de changer le code. Sauf qu'il y a un truc qui est très problématique quand on fait ça, c'est que schedule delivery, là, le fait de l'appeler, quand vous êtes dans un même monolithe, c'est le compilateur qui s'assure que votre système va marcher. Vous imaginez si vous êtes dans un langage de programmation qui, quand vous appelez une fonction, potentiellement, elle peut être là ou pas là. JavaScript? Désolé, c'est parti tout seul. Non, mais en gros, on est sur un moment où vous vous dites, vous êtes sûr et certain que ça va marcher parce que c'est compilé, c'est vérifié, et votre interprétateur va faire en sorte que la fonction soit toujours présente. Sauf que quand vous passez à travers le réseau, ce que vous êtes en train de dire, c'est que votre appel réseau ne peut pas échouer avec cette modélisation-là. C'est-à-dire que quand vous regardez le code, vous êtes en train de dire le shipping delivery va toujours me répondre parce que je ne gère à aucun moment l'erreur. Donc en fait, vous êtes en train de dire failure is not an option. Or, s'il y a un truc qu'on sait tous, surtout quand on est passé au SRE quelque part, c'est que le network, c'est la merde. C'est lent, ça crache, c'est pas consistant. Alors donc, la première chose qu'il faut réussir à faire quand on parle en technique, quand on fait travailler des services entre eux, c'est ne cachez pas les erreurs sous le tapis. Si vous faites un appel réseau qui peut cracher, il faut le modéliser. Il ne faut pas dire, il y a du code qui existe, on va faire en sorte de planquer cet appel derrière quelque chose. Il faut changer le code pour dire, OK, on appelle quelque chose à travers le réseau, ça peut failer. Et tout ça, ça va nous amener plein de choses. Parce que c'est toutes les choses qu'on va voir quand on parle de services, de microservices. Des rate limiters, des response caching, des circuit breakers, du load balancing, tout genre de trucs viennent du fait de le modéliser dans le code. Si vous ne le modélisez pas à l'avance, en fait, tout ce que vous allez faire, c'est mettre de la purée technique cachée, qui en fait ne sera pas visible et donc pas comprise. Et l'autre chose qui est importante à partir de ça, c'est l'error recover. L'error recover, c'est ultra important tout simplement parce que quand vous êtes en train de faire appel à un système au sein d'un même monolithe, cet appel-là ne pourra jamais cracher. Et surtout, c'est-à-dire que quand il y a un problème, il va être remonté généralement par une exception, il va remonter toute la chaîne. Or là, vous appelez quelque chose de distant. Quand ce truc-là pète, qu'est-ce que vous faites pour réagir à ce système de recover? Et pour ça, ce qu'il faut, c'est savoir, quand on parle généralement de circuit breaker, qu'est-ce qu'on renvoie en cas d'erreur. Sauf que qui a déjà implémenté un circuit breaker dans sa vie? OK, tous ceux qui ont fait un circuit breaker, est-ce que la première question que vous n'êtes pas posée, c'est OK, je vais renvoyer une réponse. Je renvoie quoi?
C'est la première question qui m'a taraudé, c'est j'appelle un service business, je suis censé recevoir quelque chose, ok, je vais faire, ça marche pas, je vais faire un circuit breaker, je vais renvoyer une erreur, une valeur pour ne pas qu'il y ait d'erreur. Qu'est-ce que je mets? Est-ce que c'est vraiment à moi, en tant que développeur, de savoir ce que je suis censé répondre de manière business au sein du système? Bah en fait, pas vraiment, on est censé savoir, donc il faut le remonter, il faut gérer ce problème-là, il ne faut surtout pas renvoyer de réponse. Il vaut mieux renvoyer une erreur qu'une information qui n'a pas de valeur. Donc c'est la première partie, comment on communique. Déjà, gérer ça et on est pas mal. Deuxième chose, on parlait de communication, donc comment est-ce que nos services communiquent entre eux? Et alors pour ça, je vais faire une petite déviation, parce qu'il y a un truc que j'adore voir quand j'entends des mecs me dire on est en train de faire des transformations microservices dans nos sociétés. C'est le Head of Business Technical Management Unit, étoile, étoile, rajoutez le titre que vous voulez. Non mais, nos services, ils ne communiquent pas directement. Ils partagent de la donnée dans une base de données. Et en plus, c'est génial, ça mutualise les coûts de stockage. Qui a déjà entendu cette vanne? Voilà. Alors ça, c'est 2 microservices qui tirent leur base de données. Alors, il y a un truc qu'il faut comprendre avec ça, c'est que je ne vais pas m'épancher beaucoup sur ce sujet parce que ça fait depuis les années 90 qu'on dit qu'il ne faut pas partager des bases de données entre des business qui n'ont rien à voir. Donc si vos microservices ils sont business indépendants, bah, du coup, il ne faut pas qu'ils partagent de la donnée. Parce que ça fout plein de problèmes. Qui est honneur de la donnée? Qui a le droit de la modifier? Qui a le droit de la faire évoluer? Comment l'autre application doit réagir? Parce que généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un Firebase qui part quelque part, qui fait cracher l'autre application, et généralement, vous avez l'autre équipe qui fait adapt. Donc on arrive à faire des trucs un peu genre palliatifs à base de oui, mais regarde, je mets ma base monolithe et je mets des vues par application avec des droits qui changent. Ouais, non, il ne faut pas faire ça. C'est une mauvaise idée de base. Je ne vais pas m'épancher là-dessus parce qu'il y a plein d'exemples sur Internet de pourquoi c'est une mauvaise idée. Bref, quand vous faites communiquer vos systèmes, on parlait via un mécanisme de communication léger. Passer par une base de données, on n'appelle pas ça un mécanisme de communication léger. Voilà. Donc back to the business. Alors, comment est-ce qu'ils communiquent au sein de nos applications? Ne pas le cacher, c'est une chose. Mais après, quand on fait évoluer nos services entre eux au fur et à mesure du temps, tout le monde a régulièrement eu ce problème-là quand on fait du microservice en prod. Si ça pète en prod, est-ce que c'est moi qui ai changé comment je lis le payload ou est-ce que c'est le payload qui a changé? Alors ça, c'est le premier problème. Et ça montre généralement le problème du format, de la communication, des breaking change au sein des formats d'échange. Mais moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin parce que ce truc-là, on finit par mettre des schémas, des validations de contrats. Moi, j'ai envie de dire que en fait, le format n'est ni plus ni moins qu'une partie émergée de l'iceberg. La manière dont nos systèmes communiquent, en fait, il faut le voir comme c'est du format, mais c'est également de la même manière qu'on fait des UI et qu'on essaie de penser nos UI de manière à ce qu'ils soient compréhensibles par des utilisateurs, bah c'est pareil, quand on modélise des API en termes de microservices, ce qu'on veut, c'est que les autres développeurs de la société comprennent comment est-ce qu'on est censé utiliser un service. Et pour ça, il ne faut pas fournir des entités en CRUD. Il faut fournir des valeurs business. Votre microservice représente une zone business précise qui est unique et qui est ownée au sein de votre SI. Du coup, vous êtes obligé de fournir des actions, excusez-moi, qui ont un sens, pas un CRUD. De la même manière, comment les messages bougent et comment est-ce qu'il se passe les messages entre les applications a un sens. Si jamais vous êtes en système purement synchrone via du call HTTP, vous êtes en train d'annoncer que votre système est purement synchrone. C'est-à-dire que vos services ont besoin les uns des autres d'être toujours up et dispo pour pouvoir répondre. Alors que quand vous mettez un Kafka, c'est pas seulement parce qu'il y a la hype du Kafka. C'est aussi pour dire parce que vous voulez faire en sorte que vos systèmes communiquent de manière totalement asynchrone. C'est-à-dire que l'application appelante va envoyer un message dans un topic, et une application la recevra un jour et la traitera. Mais on est sur une mécanique asynchrone. C'est de la même manière que dans votre code, on est bien d'accord que quand vous faites une fonction qui renvoie une valeur ou une fonction qui renvoie une future d'une valeur, c'est pas la même chose. Bah, c'est exactement la même chose sur la manière dont les messages communiquent et traversent votre réseau. La communication définit comment les applications se comportent. La manière dont on communique est le contrat de service de vos applications. Si vous regardez tout ce qu'on essaie de parler en contrat de service, à chaque fois qu'on dit on va modéliser les contrats entre nos apps, la seule chose qu'on fait, c'est modéliser comment est-ce que nos applications sont appelées, comment les messages y arrivent et comment est-ce qu'on va répondre. On s'en fout de l'état interne. L'état externe, c'est une implication comment on communique. Donc quand on fait du microservice, il faut maîtriser ces protocoles. Et pour ça, il y a 3 choses à maîtriser. Les formats.
faire en sorte qu'on puisse faire évoluer nos schémas entre nos applications sans se tuer les uns les autres, mais également les actions. De la même manière qu'on modélise bien une UI, on modélise bien ces actions qu'on fournit à ses clients, et le format d'échange. Et tout ça, ça nous amène encore à la version précédente, c'est une fois qu'on a toutes nos applis qui communiquent bien ensemble, il y a un problème majeur qui revient quand on migre un monolithe vers un système microservice, c'est les problèmes des workflows. Parce que quand on a quelque chose qui ressemble à ça, comment est-ce qu'on fait pour modéliser un workflow business? Il faut orchestrer. Et alors, le problème, c'est qu'il y a plein de manières d'orchestrer. On peut faire de la collaboration, on peut faire de l'orchestration pure, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va driver comment les événements sont passés entre les systèmes de manière à dire « Ah, bah celui-là, il a planté, donc du coup, il faut que je roll back les autres précédemment », ou alors d'être dans un système complètement asynchrone, où chacun va avoir à faire son truc dans son coin. Mais la modélisation de workflow est extrêmement difficile. Parce que quand vous avez un système, par exemple, d'order et de shipping, si votre système est en mode asynchrone, vous avez bien enregistré votre commande, votre système de shipping plante. Peut-être que l'action qu'il faut faire, c'est pour compenser, c'est de venir supprimer la commande en base. Sauf que comment est-ce qu'on le sait, vu qu'on a deux applications qui sont distinctes et indépendantes? On va faire des communications entre les deux, ça fait quand même un bon paquet de liens. Donc on a toutes ces problématiques-là. Moi, je vous encourage à regarder du côté des sagas, c'est ce que j'aime bien. Je ne vais pas en parler là de suite parce qu'il y a plein de talks et que c'est un sujet très vaste. Mais c'est un vrai problème de fond qui actuellement est assez peu résolu finalement, c'est comment on modélise nos workflows de manière distribuée, parce que les microservices sont un système distribué, donc il faut modéliser les processus business de manière distribuée. Et alors ça, c'est bien parce que pour le moment, je vous ai parlé de juste des parties applications, c'est-à-dire juste la partie code. Parce que, comme je l'ai dit, moi, je viens aussi du monde opérationnel. Donc on va parler un peu du monde opérationnel, parce que souvent, l'approche microservice est poussée par des développeurs, et la partie SRE, elle se prend ça dans la tronche, et il y a des choses extrêmement particulières qu'on arrive à ce truc-là. Alors, première chose à savoir, si vous faites du microservice et que vous avez des problématiques de budget, le microservice, ça coûte de la thune. Parce que, en fait, vu qu'on avait un monolithe avant, on montait qu'une seule machine. Elle était grosse, la machine, certes, on l'a payée très cher, mais on n'en montait qu'une. Quand vous partez en microservice, vous avez plutôt tendance à exploser le nombre de machines ensemble, à donner des surcapacités sur chacune, ce qui fait que tout amené, plus les communications réseau, vous allez payer plus cher. Le microservice coûtera toujours plus cher. Si quelqu'un arrive à faire du moins cher avec du microservice qu'avec un monolithe, je veux bien avoir le cas d'école. Je veux bien avoir les chiffres, s'il vous plaît. Autre chose qu'on veut faire, le microservice, on l'a dit, c'est aussi un intérêt, c'est que le business puisse aller de plus en plus vite, qu'on puisse faire évoluer un business de plus en plus vite, puisqu'on peut mettre en prod de plus en plus vite. Alors, côté SRE, la plupart du temps, quand on commence à faire du microservice, une mise en prod, ça ressemble à ça. Il y a la nouvelle app, il y a l'ancienne app, switch. Ah, c'est bon, on ne gueule pas dessus, c'est OK. Alors, on se rend compte qu'on ne peut pas faire ça ad vitam aeternam, surtout que plus vous avez des microservices, plus vous faites ça régulièrement. C'est-à-dire que quand vous arrivez à 50 microservices, je vous laisse deviner qu'on ne va pas mettre des mecs qui vont changer 50 fois par jour le truc en disant à chaque fois, en étant en train de tuer. Non, c'est pas possible. Du coup, il y a plein de choses qu'on peut vouloir faire, mais alors, on nous parle beaucoup de blue-green deployment, de canary release, de l'A/B testing, rolling update, tout ça. Alors tous ces trucs-là, ça a un coût et c'est compliqué à mettre en place. Notamment le blue-green, faire deux prods en simultané, dont une qui fait de l'accès en lecture seule. Ceux qui font du SRE dans la vie, je vous laisse imaginer dans la merde. Bref. Mais du coup, il faut toujours prendre en compte que vous allez augmenter le nombre de déploiements. Et c'est important de prendre en compte comment vous allez déployer. Et c'est pas un truc à oublier. Autre chose, quand on parle de communication, c'est bien d'un point de vue application de dire qu'il faut faire des circuits breakers, bien modéliser ses actions, etc. Sauf qu'il y a un autre problème, c'est une fois que les applications elles sont en prod, il faut qu'elles communiquent au niveau réseau. C'est-à-dire que quand on rajoute des machines, des nouvelles applis, etc., il faut qu'elles puissent communiquer ensemble d'un point de vue network. Et alors les premières fois où on commence, la plupart du temps, on finit par mettre des IP, et en fait, on se retrouve à avoir un admin 6 qui vient changer les configurations d'IP à chaque fois qu'on fait des releases, et on a l'impression d'être un opérateur téléphonique. Désolé pour la photo, j'ai pas réussi à trouver un opérateur téléphonique, je trouve pas ça inclusif, mais bon. Et du coup, on se retrouve à avoir des problèmes où on dit on va mettre plein de trucs en place, genre du service discovery. Service discovery, c'est un coût quand même. Parce qu'un service discovery, ça marche comment? Vous avez notre système d'order qui veut appeler son système de shipping. Bon, il va appeler un shipping service sur le réseau. Donc il va appeler le DNS. Le DNS va lui répondre « Ah, mais en fait, va avoir un reverse proxy ». Donc on va avoir le call qui part sur un reverse proxy. Proxy qu'on pouvait choisir. Moi, j'ai mis Sozu parce que je l'aime bien, que j'ai contribué. Après, voilà.
qui lui est alimenté généralement par un système externe, type Consul, type Eureka, etc., Istio, tous ces trucs-là sont ce genre de choses, et qui lui après va envoyer vers le bon service qu'il y a derrière. Le principe, c'est que quand vous allez avoir une nouvelle appli qui va arriver, il va venir s'enregistrer au sein du service Discovery, qui va donc régénérer les routes dans le load balancer, qui fait que les requêtes vont pouvoir topper le nouveau système, et aller sur la nouvelle application et non l'ancienne. Donc le système est très cool, mais vous vous rendez compte que là où avant on avait une connexion point à point, ou juste à la limite un vieux load balancer avec des règles préconfigurées à l'avance parce qu'on bougeait rarement nos monolithes, on est quand même extrêmement dynamique. Tous ces trucs-là ont un coût opérationnel. Il faut manager tous ces systèmes, il faut maintenir ce système-là, le consul, parce que si le consul il tombe, on n'a plus aucun système qui communique entre eux. Du coup, il faut qu'il soit lui-même résilient. Pareil pour les load balancers, etc. Donc c'est pas du tout gratuit et c'est assez complexe à mettre en place. Parlons-en aussi de la partie scalabilité, parce que là on parle de shipping en V2, mais du coup vu qu'on a un système de service discovery, la plupart du temps on lance plusieurs fois la même application. Combien de fois j'ai vu des mecs partir en microservice en se disant oui, vas-y, on peut la scaler, c'est un microservice. On la lance 2 fois, pas de bol, il y a de l'état et du cache à l'intérieur. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut faire des applis stateless, mais dans la réalité on fait tous un peu stateful. Donc c'est plein de choses à prendre en compte au niveau de l'opérationnel. Et c'est pas aussi magique que ça en a l'air. Une fois qu'on a une appli en microservice, c'est pas seulement la popper et la faire scaler à l'infini. Puis tout ça, quand on en parle, au fur et à mesure, on arrive donc sur les problèmes d'orchestration. Comment faire en sorte de lancer plusieurs choses sur plein de serveurs en même temps, de faire des déploiements, que ça release, etc. Et donc on va parler d'orchestration et d'automatisation de déploiement. Alors une chose que je tiens à préciser, automatisation et surtout orchestration ne signifie pas Kubernetes. L'orchestration, c'est le fait d'exécuter des commandes dans un ordre précis sur un ensemble de machines données, de manière à exécuter des choses qu'on a envie. Kubernetes fait ça très bien. Mais faire du bash dans du Jenkins avec du Ansible, c'est de l'orchestration. On n'est pas obligé d'aller faire du conteneur et de faire de l'orchestration de conteneur pour faire des microservices. Voilà. On sent qu'il y en a qui ont souffert comme moi. Du coup, il faut penser à tous ces mécanismes d'orchestration. Et gérer un Kubernetes ou gérer n'importe quel système d'orchestration coûte du temps. Même gérer un Jenkins avec des scripts Ansible, ça coûte énormément de temps. Et c'est pas quelque chose qu'il faut oublier, parce que c'est pas parce que vos apps, vous donnez le temps à vos développeurs de pouvoir coder le truc, que ça veut dire que vos SRE, ils ont le temps de le faire. Si vous avez tous vos devs qui font des microservices et qui les update 10 fois par jour, et qu'à côté, vos SRE, ils n'ont pas le temps de faire l'orchestration, et ils le font à la main, au bout d'un moment, ils sont à la couenne. De la même manière, tout le nombre de microservices nécessite qu'on est en distribué. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça fait que quand on fait du monitoring et du logging, il faut être capable de faire de la corrélation. Et tout ça, ça vient du support. Quand vous avez un problème en prod et que votre utilisateur vous dit « j'ai une erreur sur cette page », le support reçoit le truc, il y a une 500. Si vous n'avez aucun moyen de tracer comment l'appel est passé, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le support qui appelle Jean-Guy de la prod. Jean-Guy de la prod, il se connecte sur 40 machines en SSH en simultané, il fait des greps pour réussir à trouver d'où vient le problème et réussir à juste perdre 4 heures de sa vie pour réussir à remonter quelle est la chaîne d'appel et traitement qui a posé problème au sein de la multitude de services, de manière à pouvoir dire aux développeurs « tiens, là, il y a un bug ». C'est extrêmement important. Tous ces trucs-là, on les oublie en développement, mais quand on est à l'opération, partir sur du microservice, c'est compliqué si on ne les a pas. L'automatisation, j'y reviens, mais c'est tout ce que vous faites en manuel côté SRE, pensez qu'à chaque fois que vous faites du microservice, vous allez en avoir de plus en plus. Ça veut donc dire que chaque fois, vous allez augmenter le nombre d'actions manuelles à faire. Si vous n'automatisez pas, vous allez finir par mourir sur vous-même. Et du coup, vous allez avoir une équipe qui va aller de plus en plus vite, avec une autre équipe qui est en train de mourir de plus en plus, et à la fin, vous allez vous retrouver avec un train de release en mode on livre 10 fois par jour, sauf qu'en fait, ça met 3 semaines ou 4 semaines à arriver en prod, parce qu'en fait, l'équipe SRE est sous l'eau. Bref, pensez à tout ça, et en plus, quand je parle de SRE, il y a plein de choses qu'on n'a pas rajoutées, la sécurité. Quand on se connecte entre des systèmes, ça serait bien qu'on soit en TLS pour éviter qu'on puisse se faire choper les informations sensibles entre nos services. Comment est-ce qu'on fait du toggle feature? On peut aller parler de plein de choses, comme le CQRS, Event Sourcing, qu'on va naturellement, au fur et à mesure, aller venir parler quand on parle de microservices. Bref, tout ça, il y a énormément de choses à faire au niveau opérationnel, et c'est surtout un penchant qu'il ne faut pas oublier. Et le but, c'est toujours d'automatiser tout ce qu'on peut. Alors, pour ceux qui ont un peu dormi, je vais faire un petit récap rapide. Je ne sais pas si je suis trop rapide ou pas, en vrai. Non, 55, je suis OK.
Alors, je fais un penchant un peu négatif. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait du microservice comme ça et de faire du microservice même encore actuellement. Enfin, plus chez Elastic, mais là où j'étais avant. C'est ce que je veux juste, c'est que vous compreniez bien, quand vous êtes en train de faire du microservice et que vous essayez de faire du microservice dans une société, les microservices ne sont pas un instant win. C'est très important de le comprendre, c'est comme tous les styles d'architecture, le temps de l'adoption, le temps de faire les choses bien, que ça apporte une plus-value au sein de votre système, ça prend du temps. Alors que tout ce qu'on veut la plupart du temps, quand on voit des gens partir en microservice, c'est ah bah, je split comme ça, j'ai le gain directement. Non, c'est un style d'architecture, ça va mettre du temps avant d'arriver. Et ce que je veux aussi avec cette conf, avec du coup en parlant de microservices, c'est si pour côté les Golden Circle de Simon Sinek, c'est arrêter de vous concentrer sur le what, arrêter de vous concentrer sur le how. On n'est pas sur une question de on fait du Istio, on fait du Kubernetes, on fait du machin. C'est pourquoi est-ce que vous voulez faire du microservice d'un point de vue business? Qu'est-ce que vous voulez gagner? Si vous voulez gagner des rapidités de déploiement, vous n'êtes pas forcément obligé de partir sur le microservice. Peut-être que vous avez juste à payer de l'automatisation. Vous voulez peut-être pouvoir découpler certaines parties business. OK. Mais on n'est pas obligé de passer tout notre SI en système microservice pour gagner. Le but du jeu, c'est que vous arriviez à comprendre qu'est-ce que vous voulez gagner au sein de business pour trouver quelles sont les modifications d'architecture à appliquer sur vos applications de manière à avoir ce gain que vous attendez. Parce que faire du microservice, comme j'ai dit, c'est cher, ça prend énormément de temps et c'est difficile. Vous n'êtes pas tous Netflix, vous n'êtes pas tous Google, du coup, vous ne pouvez pas vous permettre de faire exactement la même chose. En gros, je peux tout résumer avec ce super tweet, j'ai adoré celui-là. En 2014, on avait fait des microservices pour résoudre tous les problèmes de monolithes. En 2016, on a fait du Docker pour régler les problèmes des microservices. En 2018, on fait du Kubernetes pour régler les problématiques de Docker. En 2020, on fera du serverless pour régler les problématiques de Kubernetes. Mais si vous regardez bien le pattern, à chaque fois, on est en train de répondre à une problématique technique. On répond avec une problématique, avec une réponse technique. Alors qu'en gros, tout ce que je vous ai montré depuis le début, c'est pas de la tech, c'est de la conceptualisation, c'est juste quel est le vrai avantage business et pourquoi est-ce qu'on est en train de le faire dans le système. Parce qu'en fait, on n'a pas tous besoin d'aller faire une prod sur Kubernetes avec 200 microservices pour réussir à faire en sorte que notre business scale et soit rapide. J'aime bien cette quote aussi. Si vous n'arrivez pas à builder un monolithe, qu'est-ce qui vous fait penser que les microservices sont une solution? Si vous n'êtes pas capable de réussir à builder un monolithe qui arrive à scaler et qui arrive à être modifiable et à être modifié vite, en fait, votre microservice, bah, ça devient que rajouter du network. Et le network, bah, c'est pas fiable, c'est du chaos. Donc du coup, je vous encourage très fortement à réfléchir à votre approche pour aller faire du microservice et surtout essayer d'aller de plus en plus vers du microservice et pas vers un gros tas de bouts distribués qui est en fait la vraie purge qu'on cherche tous à éviter. Donc un microservice, c'est un body de contexte, donc c'est un contexte fonctionnel pur dont il est honneur et il a une raison d'exister au sein du système d'information. C'est quelque chose qui est assez peu couplé au maximum. Il sera toujours couplé à quelque chose. On n'arrivera jamais à faire des services pas couplés, parce que si on n'est pas couplé, on ne sert à rien, en fait, tout simplement. C'est l'équivalent de lancer un truc dans un IDE. Pensez toujours à l'ownership. Qui est responsable d'un microservice? Pourquoi il existe? Pourquoi est-ce que c'est cette équipe-là qui le fait? Il est petit et focus. Alors quand je dis petit et focus, c'est comme l'époque où je détestais les gens qui, quand je commençais à apprendre le TDD, me disaient « Non mais tu comprends, une fonction, elle ne doit pas dépasser 3 lignes. » Les tailles des microservices ne comptent pas. Un microservice peut faire 200 lignes, comme il peut en faire 1500. Si le problème qu'il règle est un problème complexe, c'est normal qu'il fasse 1500 lignes. Je ne vais pas découper en plein de services juste pour le plaisir d'avoir des microservices de 200 lignes. Donc quand on dit small et focus, c'est à la taille respective du purpose business. Qui soit bien évidemment portable au niveau protocole. Si on fait de JB pour faire du microservice, bon, déjà qui fait encore de l'EJB en 2019. Et surtout, le dernier pilier extrêmement important, pour avoir fait longtemps le monde opérationnel, pensez toujours à l'automatisation. Si vous ne pensez pas à l'automatisation quand vous faites vos microservices, vous êtes en train de tuer vos équipes SRE à la longue et en fait, vous allez perdre tout ce que vous allez gagner au niveau microservices. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous un bon BDXIO. Est-ce qu'on a le temps pour les questions? Une question. Une question. Là, le monsieur. Merde, j'ai pointé, j'aurais pas dû. Désolé. Merci beaucoup. Tu es un héros pour moi. Déjà pour commencer. Est-ce que tu as des techniques ou des manières de convaincre le business de ça?
Le business, il est convaincu en fait par nature parce qu'il s'en fout, lui, des architectures de microservices. Tout ce qu'il entend, c'est qu'on va livrer plus vite. Enfin, par business, j'entends tout ce qui est management, IT, oui, tout ce qui est ownership, etc. En fait, la meilleure manière de le montrer, c'est de prendre tous les cas de tous les trucs que j'ai montrés, qui sont des problèmes. C'est de noter tous les cas qui ont engendré du support, parce qu'en fait, tous ces trucs-là, si on dit que c'est un problème, c'est pas pour le plaisir, c'est que généralement, ça engendre un ticket de support. Un développeur qui se retrouve à faire du support dessus, tu checkes tout. Et à la fin, tu vas avoir le temps accumulé et tu fais, bah voilà, en fait, notre migration de microservices qui est de nous faire gagner du temps, bah en fait, il nous a coûté tant par développeur. On peut le régler techniquement en faisant telle chose, telle chose, telle chose. Toujours, on va parler de ROI. Merci. De rien. Du coup, une autre question encore ou Non, c'est bon, c'est fini. Bah, du coup, bon BDX à tous et vous pouvez venir me voir dans les couloirs.